Alors, nous allons rester dans le domaine de la cornée avec le professeur Louis Lefard de Marseille. Louis est, malgré sa jeunesse, l'ancien chef de service de l'hôpital de la Timone. Et entre autres qualités, il a celle de s'être intéressé très jeune à un challenge qui paraissait et qui paraît toujours difficile à concevoir, comment restaurer la transparence des cornées qui l'ont perdu et qui sont ingreffables. En quelque sorte, comment faire en sorte qu'un patient qui a ce que l'on appelle un œil de statue puisse retrouver une cornée transparente. Louis, à vous. Merci les membres de l'Académie ainsi que le comité d'organisation pour cette invitation à présenter ce sujet qui tient particulièrement à cœur et que j'ai eu l'occasion de développer à Marseille il y a quelques années. Tout d'abord, un bref rappel sur la cornée. La cornée, c'est une structure tout à fait unique et étonnante dans l'organisme. C'est un des 3 tissus transparents avec le cristallin et le greffé. Et c'est une structure extrêmement hiérarchisée à un niveau microscopique de l'ensemble des lamelles de fibres de collagène jusqu'à la molécule de collagène. Tout ceci est maintenu dans une organisation extrêmement stricte en termes de diamètre, de distance, pour pouvoir permettre la propagation de la lumière, qui est une onde électromagnétique, et limiter les interactions avec la structure cornéenne. Tout ceci nécessite une homéostasie parfaite pour maintenir cette transparence. Et la cornée est une structure unique dans l'organisme, du fait de son privilège humain, très peu d'antigènes de surface, ce qui va notamment avoir des implications importantes dans la greffe de cornée, avec finalement peu de nécessité de traitements immunosuppresseurs locaux, notamment une barrière naturelle à l'expansion des cellules de la conjonctive à la surface de la cornée, ce qui permet le maintien d'un épithélium transparent. Cette structure, c'est le limbe, c'est là où se trouvent les cellules souches qui régénèrent en permanence la surface oculaire. Et cette structure est également une barrière à la vascularisation de la cornée qui contribue au maintien de sa transparence. Au contraire, l'inflammation, donc les pathologies inflammatoires de la surface oculaire et les agressions de la surface vont conduire à la perte de sa transparence, ainsi que les insuffisances limbiques, notamment iatrogènes, après brûlure caustique notamment, ou la néovascularisation suite à une atteinte virale ou une agression, vont conduire à la perte de transparence de la cornée. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi remplacer la greffe de cornée, voire qui donne néanmoins d'excellents résultats, là aussi après plus d'une centaine d'années de pratique dans sa forme actuelle. Pourquoi? Parce qu'il y a des complications qui sont malheureusement relativement fréquentes et qui peuvent conduire à la cécité. C'est notamment le rejet de greffe de cornée, bien que celui-ci diminue avec les nouvelles techniques de greffe partielle. Néanmoins persiste la potentialité d'infection virale, bactérienne, fungique, ou ne serait-ce que la gestion des sutures post-opératoires qui est longue et pénible pour les patients, la réhabilitation après une greffe de cornée est lors d'environ 12 à 18 mois du fait de la présence de ces sutures avant que le patient récupère une acuité visuelle stable. Donc pourquoi remplacer cette greffe de cornée? Et notamment du fait de sa durée de vie. La greffe de cornée n'est pas éternelle. La greffe de cornée, selon le type de cornée, va avoir une durée médiane entre 15 et 49 ans pour les greffes partielles. La forme la plus fréquente de greffe de cornée, encore à l'heure actuelle, a une durée de vie médiane d'une quinzaine d'années. C'est-à-dire un patient greffé jeune pour une pathologie telle que le kératocone sera greffé éventuellement plusieurs fois au cours de sa vie. Donc tout ceci mène à l'idée de remplacer l'allogreffe de cornée par un materne. Ce n'est pas un concept ancien, donc là aussi on retourne dans les annales de la chirurgie ophtalmologique. C'est un Toulousain qui, à la Révolution française, a proposé une forme moderne de greffe de cornée artificielle. Hippocrate en avait déjà parlé, bien entendu. Et Pellicinski avait proposé de greffer une cornée en cristal sur un cercle d'argent par des sutures en soie. Donc, pas d'essai rapporté. Mais un petit peu plus tard, au 19e, d'autres auteurs se sont intéressés à ce type d'implantation, avec malheureusement des résultats relativement incertains. Puis, en 1905, Zirm, un ophtalmologiste autrichien, greffa, donc réalisa la première allogreffe de cornée humaine en prélevant sur un patient décédé un greffon cornéen, avec des résultats tout de même intéressants, malgré l'absence de corticoïdes ou d'antibiothérapie locale à cette époque. Ce qui finalement a fait retomber l'intérêt pour les matériaux pour les greffes de cornée artificielles. La première partie
du XXe siècle, c'est essentiellement consacré aux allogreffes de cornée. Et puis, à partir de la deuxième moitié du XXe, du fait de l'échec de ces allogreffes de cornée, on s'est à nouveau réintéressé à la greffe de matériaux de synthèse chez l'homme pour pallier à ces échecs des greffes de cornée, notamment le PMMA, polyméthacrylate de méthyle, bien connu de ophtalmologistes car c'est un des premiers matériaux utilisés pour les implants intraoculaires, a été utilisé pour une greffe de cornée artificielle chez l'homme. Alors, une cornée artificielle, si possible idéale, que doit-elle permettre? Elle va permettre de maintenir la qualité de vision, l'acuité visuelle du patient, si possible, tout au long de sa vie. Alors, elle doit donc avoir des caractéristiques optiques adaptées à la dimension de l'œil du patient, une qualité optique qui permet de maintenir cette vision, des caractéristiques biologiques qui permettent la biocompatibilité et cet assemblage sur l'œil du patient, une résistance à l'infection, étant donné qu'il y a la présence d'un corps étranger à la surface de l'œil, une porte d'entrée potentielle pour une infection intraoculaire, une ophtalmie avec ses complications dramatiques, et des caractéristiques chirurgicales qui font que l'implantation doit être simple, si possible, et surtout le suivi post-opératoire, c'est-à-dire on va pouvoir regarder le fond de l'œil, prendre la pression intraoculaire du patient, examiner le nerf optique, si possible. Donc, idéalement, ça devrait rassembler l'ensemble de ces caractéristiques. Donc, le développement des cornes artificielles, à partir de la moitié du XXe, a essayé de prendre en compte ces desiderata et on observe en bas la succession des différents types de kératoprothèses qui se sont succédés, ont toutes le même principe, c'est-à-dire une optique centrale transparente qui permet le passage de la lumière et la focalisation sur la macula, et un support périphérique qui va permettre l'intégration de cette optique au tissu oculaire du patient, et donc une multitude de substrats, de matériaux ont été essayés, des fils d'acier jusqu'à des substrats biologiques dont on va parler dans la suite. Les supports synthétiques, première génération de kératoprothèses, de cornes artificielles, basées sur du PMMA, donc issus notamment de la connaissance sur la présence de corps étrangers en PMMA dans l'œil, notamment les verrières de Spitfire pendant la Deuxième Guerre mondiale, où finalement Lord Ridley s'était rendu compte de la bonne tolérance de ce matériau intraoculaire, de l'idée du concept des implants intraoculaires pour la cataracte initialement un PMMA, et d'où l'idée d'utiliser ce matériau pour la chirurgie cornéenne. Donc, un cylindre optique en PMMA avec une jupe périphérique qui permet son intégration au tissu oculaire, généralement par un recouvrement par la muqueuse buccale qui a la résistance nécessaire pour éviter l'érodement au niveau de la surface oculaire et permettre le maintien du cylindre optique en place. Malheureusement, on est dans toute complication élevée avec une exclusion à court ou moyen terme de la kératoprothèse assez rapide. Deuxième génération, toujours existante à l'heure actuelle, la fameuse kératoprothèse de Boston, de Dolman, patron du département d'ophtalmologie d'Harvard, qui a développé ce modèle de kératoprothèse dès 1965, un marquage FDA en 1992 et européen en 2013. Finalement, c'est le principe du bouton pression, c'est un cylindre optique en PMMA qu'on vient clipser sur une jupe en titane au travers d'un greffon cornéen. La problématique de cette kératoprothèse, c'est qu'elle nécessite un greffon cornéen comme support, ce qui peut poser des problèmes de disponibilité du tissu. On est actuellement en grande pénurie de greffons, donc ça c'est un peu l'écueil de cette kératoprothèse, néanmoins très difficile. L'évolution des matériaux avec l'apparition des tissus permettant une bio-intégration, les tissus microporeux, notamment en 1980 Barber qui utilisa la première fois ce type de tissu, il s'agit soit de céramique, de fluorocarbone, de FEMA, de téflon, avec des essais à la fin des années 90 à l'Hôtel-Dieu, avec malheureusement un taux d'extrusion, c'est la principale complication de ces deux matériaux, avec une extrusion de la kératoprothèse, il y a un rejet de celle-ci, avec éventuellement des complications infectieuses. Et enfin, le support biologique, ça c'est une théorie totalement indépendante, Benedetto Stampelli, en 1963, après l'observation finalement de la tolérance de la dent par la muqueuse buccale du fait de la présence du ligament alvéolo-dentaire, l'idée d'utiliser cette caractéristique pour intégrer un cylindre optique en PMMA dans un support biologique qui n'est autre que l'os alvéolo-dentaire et une dent, en fait, comme support biologique à la bio-intégration d'un cylindre optique au niveau du tissu oculaire.
d'autres variantes ont été proposées, telles que je vous ai en panneau, avec un fragment de diaphyse-cigale comme support pour le cylindre optique. Qu'en reste-t-il en 2021 finalement? Quels sont les dispositifs disponibles en pratique clinique? L'ostéodontokeratoprothèse, dont on vient de parler, venait de 200 pays, plusieurs centaines d'implantations dans le monde, c'est une chirurgie complexe, en plusieurs phases, et qui nécessite d'avoir du tissu dentaire, ce qui n'est pas forcément si simple chez nos patients. Ou la kératoprothèse de Boston, qui bénéficiait de la marque HCE, plusieurs milliers d'implantations dans le monde, mais qui a comme écueil de nécessiter un greffon pour son implantation. La kératoprothèse de Boston, voici comment ça se présente. Donc c'est distribué par une fondation, par le département d'ophtalmologie de la faculté d'Harvard. Donc on reçoit un kit avec une optique en TMMA, calculée à partir des caractéristiques biométriques du patient. Et on va utiliser un greffon cornéen comme une rondelle, vous voyez, qu'on vient assembler sur l'optique avec une contreplaque en titane qui va être située à l'intérieur de l'œil, un clip en titane, plombier verrouillé, et voilà le type d'atteinte auquel on s'adresse. Ce sont des patients qui sont en cécité bilatérale, pour qu'il y ait un intérêt optique de ces kératoprothèses, il faut une cécité bilatérale avec multiples rejets de greffe, généralement, donc une cornée totalement opaque. Donc on aborde le segment antérieur de l'œil de manière analogue à une greffe de cornée. Ce qui est assez admirable dans cette kératoprothèse, c'est que c'est une chirurgie tout à fait conventionnelle, on peut même dire relativement simple pour quelqu'un qui règle des greffes de cornée, et on vient suturer le dispositif au niveau de l'extrémité antérieure du globe oculaire, après avoir opéré la cataracte si nécessaire, ou explanté le patient, comme dans ce cas, pour éviter les synéchies entre le cylindre optique et le matériel intraoculaire. Donc une chirurgie assez simple, courte, c'est moins d'une heure pour réaliser ce type d'implantation. Des résultats très intéressants, voire même surprenants en termes d'acuité visuelle. Plus d'un dixième chez plus de la moitié des patients. Pourquoi? Parce que ce sont souvent des patients polypathologiques, avec des glaucomes, des antécédents de décollement de rétine. Lorsque ça marche bien surtout. On a des acuités visuelles assez surprenantes, largement au-delà de 5 dixièmes, avec des patients qui retrouvent une autonomie, voire même une vie, qui apprennent à lire, par exemple. Donc c'est vraiment étonnant, et surtout ça se maintient dans le temps. On a une perte initiale au cours des 2 premières années, comme dans la plupart des kératoprothèses, du fait des complications, notamment infectieuses, mais surtout des complications en type de glaucome. Le problème, c'est de contrôler la pression intraoculaire chez ces patients. Mais néanmoins, à peu près 60% des patients vont se maintenir avec une acuité visuelle qui leur permet de retrouver une autonomie, voire même une vie, on peut le dire. Le résultat esthétique est tout à fait convenable. On va voir qu'il y a d'autres types de kératoprothèses où l'aspect psychologique est là aussi important, mais on a un aspect esthétique qui ressemble à celui d'une greffe de corps. L'ostéodontokeratoprothèse, donc c'est la deuxième variante disponible, c'est l'arme absolue, c'est la kératoprothèse, c'est la seule qui va pouvoir résister dans un milieu hostile. On revient à la première présentation, ou notamment dans le cadre d'atteintes inflammatoires et auto-immunes de la surface oculaire, c'est-à-dire on va s'adresser au pemphigoïde oculaire cicatriciel, au syndrome de Stevens-Johnson, aux brûlures caustiques, avec une destruction totale de la surface oculaire et une perte des cellules souches lambiques. Le principe, ça c'est des images un petit peu plus rares dans les blocs d'ophtalmologie, donc c'est d'aller prélever un bloc alvéolo-dentaire avec le ligament et le périoste, et on va façonner ces dents en une plaquette de quelques millimètres d'épaisseur sur à peu près 10 mm de long sur 4 mm de large, qu'on vient forer et on vient coller ou cémenter le cylindre optique dans cette plaquette de dents. On réalise une greffe de muqueuse buccale totale sur la surface de l'œil. Vous voyez, on débride la surface oculaire du patient, complètement kératinisée, dans le cas d'une pemphigoïde oculaire cicatricielle chez cette patiente. On va venir insérer le cylindre optique dans une poche au niveau du muscle sous-orbitaire qui va rester en nourrice pendant au minimum 3 mois. 3 mois après, on va venir rechercher le greffon qui va avoir développé une gangue fibrovasculaire tout autour, qui va permettre notamment sa suture au niveau du segment antérieur. On va venir récliner la greffe de muqueuse buccale pour aborder la cornée du patient en dessous. On va trépaner. On va rendre afac le patient, c'est-à-dire enlever un implant, enlever le cristallin, enlever l'iris également, une iridectomie totale, une vitrectomie par voie antérieure pour débrider le vitré également de manière assez large. Et on va venir implanter le cylindre optique et le haut banné au niveau de la surface oculaire au travers de cette trépanation. Et on va venir récliner la greffe de muqueuse buccale par-dessus en réalisant une ouverture qui va permettre l'exposition de l'extrémité antérieure du cylindre optique
et donc permettre le passage de la lumière dans le globe oculaire. Avec l'aspect final, vous voyez, qui esthétiquement peut nécessiter également une prise en charge, dans le cas de prise en charge pluridisciplinaire, un avis psychologique, une insuline psychologique, ces patients-là. Là aussi, des résultats très surprenants, hein, 180 cas publiés par l'élève de Sampelli il y a quelques années, avec plus de 85% de rétention de la prothèse à 12 ans et des acuités visuelles au-delà de 5 dixièmes, là aussi dans plus de 90% des cas. Donc des résultats, finalement c'est le type de kératoprothèse qui fonctionne le mieux sur la durée. Peu de complications, essentiellement des érosions de la muqueuse buccale, comme ici chez ce patient avec une exposition du greffon dentaire qui nécessite une prise en charge immédiate pour éviter une extrusion définitive de la prothèse. Une alternative qu'on avait publiée il y a quelques années avec mon collègue maxillofacial du CHU de Marseille, où l'idée d'utiliser de la conque auriculaire, beaucoup utilisée notamment dans les rhinoplasties, nous semblait assez suffisante, avec un matériau beaucoup plus facile à obtenir. Et tout le monde a des oreilles, des dents, c'est pas forcément constant, c'est minutieux, vraiment des facteurs qui sait. Et avec des résultats esthétiques assez intéressants, en équipant le patient d'une coque cérale. Et la difficulté dans le domaine de la kératoprothèse, c'est que seul le temps va nous donner finalement une réponse. Hein, quand on voit les résultats de Falcinelli et Strampelli, les 12 ans de recul jusqu'à 25 ans, le temps nous permettra de savoir si cette solution est intéressante. Néanmoins, cet matériau est très simple d'utilisation et finalement peut-être un débouché intéressant. La kératoprothèse parfaite, finalement, elle n'existe pas, il n'y en a aucune qui a ces caractéristiques idéales. Elles ont toutes des caractéristiques optiques limitées, on a vu, c'est des cylindres optiques de 6 mm de diamètre, elles ont une durée de vie inférieure à celle du patient, généralement, c'est éventuellement des chirurgies complexes et potentiellement greffées de complications sévères. Alors, est-ce qu'elle existe, ces cornées artificielles? Alors, voilà, ça c'est l'évolution actuelle et future, c'est la véritable cornée artificielle biologique. Quels sont les travaux en cours? Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune cornée artificielle véritablement disponible sur le marché. Beaucoup de travaux sur des matrices de collagène implantables pour éventuellement être recolonisées par les kératocytes, notamment issus, vous voyez ici, de collagène de poisson, par exemple, avec des résultats intéressants, dans le sens que ça peut bloquer la vascularisation, néanmoins, beaucoup de complications d'extrusion de ce lenticule en collagène. Un peu plus récemment, du collagène de rat compressé, avec des résultats assez similaires, hein, c'est-à-dire qu'on va simplement implanter une matrice dans une cornée qui va être régénérée secondairement par les cellules du patient lui-même. Donc là, c'est simplement une matrice de support. Des résultats intéressants avec la fibroïne de soie. Hein, la fibroïne de soie est une molécule intéressante qui a des possibilités, probabilités de transparence tout à fait comparable à la cornée humaine, mais là aussi on va utiliser des empilements de fibroïne de soie pour reconstruire une matrice qu'on va venir implanter dans une cornée lésée, soit par des lésions virales ou traumatiques, hein, donc pas un véritable remplacement d'une cornée de patient, mais simplement un matériau de réparation du stroma cornéen recolonisé dans un deuxième temps par les cellules du patient lui-même. Même de l'impression 3D a été proposée, hein, c'est-à-dire c'est un gel de collagène avec des kératocytes humains. L'intérêt c'est de pouvoir le synthétiser rapidement, mais là aussi ce n'est qu'un substrat de réparation d'une cornée lésée, mais pas une véritable greffe de cornée. Se pose aussi des questions de solidité mécanique de ces gels, hein, fait mention des hydrogels, qui ont des caractéristiques de solidité inférieures à celles d'une cornée humaine. Et enfin la véritable cornée artificielle, c'est peut-être un début d'explication avec les travaux de May-Griffiths, hein, à Toronto, qui a énormément travaillé sur le sujet depuis plus d'une vingtaine d'années. Et là, on est dans les phases 1 d'expérimentation humaine, en fait, où on a implanté des matrices de collagène recombinant, c'est-à-dire on introduit dans l'ADN d'une culture de levure le gène du collagène humain pour reconstituer une matrice tissulaire qu'on va implanter. Une dizaine de patients ont été implantés avec maintenant plus de 4 ans de recul, avec une très bonne tolérance du matériau. Mais là aussi, finalement, c'est un matériau de reconstruction de la cornée, pas véritablement de remplacement de la cornée. Les travaux de May-Griffiths, qui remontent à 1999, hein, c'est une de ses premières publications dans Science. Et finalement, on voit que ça fait une vingtaine d'années que les travaux sont quand même assez aboutis, mais on n'est pas encore véritablement à la phase d'application humaine. Ce sont des véritables cornées avec l'ensemble des couches cornéennes, avec un épithélium, un stroma et un endothélium, préparés à partir de cultures cellulaires humaines, sur des matrices de collagène
préparé pour recevoir ces cellules. Donc on a des équivalents de cornée humaine, mais pas encore applicables à la chirurgie. Mais on voit que les travaux avancent et que tout de même, depuis une vingtaine d'années, le sujet est assez abouti en termes de résultats histologiques notamment. Le futur des kératoprothèses, quel est-il? On voit bien l'évolution. On est passé des matériaux synthétiques, on parle plutôt de kératoprothèses, à des véritables cornées artificielles par synthèse tissulaire, mais manque encore l'application au quotidien, si on peut dire, de ces substrats cornéens. Et finalement, l'allogreffe de cornée, c'est bien évidemment toujours la première indication. L'allogreffe de cornée donne d'excellents résultats, plus de 5000 greffes en France à l'heure actuelle, plus de 20% d'augmentation sur les 10 dernières années des indications de greffe de cornée, ce qui n'est pas sans poser de problème à l'heure actuelle de disponibilité des greffons cornéens. Mais bien sûr, la question du patient, lorsqu'il vient vous voir, étant donné la couverture médiatique de ces greffes de cornée artificielles, c'est docteur, est-ce que c'est pas mieux une cornée artificielle? Non, à l'heure actuelle, l'allogreffe de cornée est bien sûr toujours la première indication, et de loin en termes de résultats post-opératoires. Voilà ce qu'on peut dire à l'heure actuelle sur ces cornées artificielles. Une question concernant la recherche sur ce qu'on appelle les nanodrops cornéennes. On a entendu parler de ça également en rencontre francophone par David Smadja d'Israël. Oui, David Smadja, depuis quelques années dans le cadre de start-up sur le développement de ces nanodrops, essentiellement dans un but de modifier la réfraction de la cornée, on parle de chirurgie réfractive, de corriger la vision par le biais d'induction d'une matrice au sein de la cornée en utilisant des gouttes et une exposition à un certain nombre de lumières, un petit dispositif qu'on aura à la maison. Intéressant, certainement révolutionnaire. On se pose le problème, à l'heure actuelle, je crois qu'il est essentiellement confronté au problème de la stabilité des résultats qui s'estompe, effectivement. Donc là, on n'est pas dans la cornée artificielle, quoi qu'on puisse après imaginer des applications thérapeutiques avec la délivrance de certains médicaments dans la cornée. Donc effectivement, c'est une théorie tout à fait révolutionnaire, mais qui se heurte encore à des problématiques de cicatrisation des tissus à l'heure actuelle. Très intéressant. Est-ce qu'il y a actuellement un tel manque de cornées humaines qui pourrait, si la réponse est exacte, booster justement cette recherche pour l'amener sur l'utilisation à cause du manque? Bien sûr. Chez nous, l'administration dit que nous sommes autosuffisants, mais dans les pays en voie de développement, bien sûr, se pose le problème de la disponibilité des tissus humains, ne serait-ce que pour des questions culturelles, religieuses. Et il y a des projets, notamment Jess Dolman, qui avait développé la kératoprothèse de Boston, au département d'Harvard, a poursuivi ses travaux avec son équipe pour proposer des équivalents de la kératoprothèse de Boston, mais qui ne nécessiteraient pas de greffon cornéen comme support pour pallier ce problème éventuellement des disponibilités des tissus cornéens, notamment en Afrique, où la difficulté de développement des banques de tissus qui sont inexistantes ou de prélèvement de tissus, bien sûr, sont problématiques. Oui, bonjour. David Smadja avait parlé pas seulement des nanoparticules pour la réfractive, mais également de la société Cornea qui produit des cornées en matériel biomimétique complètement artificiel. Et c'est à ça qu'on fait référence. Donc, alors il y a deux équipes, je crois, en France qui actuellement travaillent dessus. Il y a l'équipe de Vincent Dayen et d'Éric Gabizan, me semble-t-il. Oui, d'accord, non, je ne pensais pas à cornéanite, la kératoprothèse dont on parle beaucoup actuellement, finalement, qui à mon sens, je n'en ai pas parlé volontairement, parce que finalement, elle apporte rien de bien nouveau, ça fait du buzz, les journalistes aiment bien les cornées artificielles, mais à mon sens, les indications sont les mêmes. C'est ça un peu la problématique de cette communication-là, parce que les patients viennent nous voir en disant c'est pas mieux une cornée artificielle, docteur. Non, la cornée artificielle, même la cornéanite, est réservée aux effets multiples greffes ou aux patients de cécité.
Et à mon sens, la kératoprothèse, ça s'indique chez un patient qui a une cécité bilatérale. On voit qu'il a d'excellents résultats, mais malheureusement, il peut également y avoir des échecs dramatiques. Et je pense qu'il est important de garder ce critère de cécité cornéenne bilatérale pour apporter une amélioration de la qualité de vie au patient. Et la cornéanite, finalement, on attend de voir, parce que les publications, on est quand même au premier essai d'implantation. Le concept est celui d'une kératoprothèse avec une optique centrale en matériau, on ne sait pas exactement lequel, une jupe périphérique en biomatériaux, avec une implantation subconjonctivale. On attend de voir. Effectivement, comme on l'a dit, dans la kératoprothèse, c'est le temps qui donnera la réponse sur la qualité des résultats et le maintien de la kératoprothèse. En sens que je n'ai pas trouvé ce concept révolutionnaire à l'heure actuelle, peut-être que je me trompe, hein, mais c'est mon sentiment. Actuellement, on n'est toujours pas dans la cornée artificielle au sens titulaire du terme. Maxime. Oui, merci vraiment beaucoup pour ces éclaircissements et ce point sur les différents types de graines de cornée. Question purement très pratique, vous, lorsque vous prélevez là-dedans, est-ce que vous réalisez ensuite un implant dentaire derrière? Oui. Des collègues réalisent une reconstruction dans le même temps, avec de l'os iliaque. Si je peux me permettre, je suis vraiment désolé, donc on est fait pour œil dans le pendant, en fait. Exactement. Même la dent de l'œil. Vous dites que la greffe cornéenne est le meilleur traitement des cécités, mais est-ce qu'il vous arrive de poser des prothèses, et si oui, lesquelles? Essentiellement la kératoprothèse de Boston, étant donné l'efficacité en termes de résultats visuels, c'est vraiment impressionnant. Des patients qui me disent j'ai vu mon mari pour la première fois, par exemple, ce genre de choses. Je lui ai appris à écrire. Et que ça se maintient dans le temps. Et paradoxalement, il y a très peu de complications, finalement, très peu d'endophthalmie. Et sur le plan chirurgical, c'est simple. La strampélie, elle est vraiment réservée à des cas extrêmement sévères. C'est quelques cas par an en France, honnêtement. Avec là aussi des résultats intéressants, mais une chirurgie en lèvres complexe qui nécessite une équipe pluridisciplinaire, un maxillofacial, des en charge psychologique aussi, on l'a vu devant le résultat esthétique, on peut dire. Et la kératoprothèse de Boston est de loin la plus utilisée pour des cas un peu moins sévères, généralement les multiples échecs de greffe de cornée, mais avec un recul important et c'est très bien protocolisé. Je voudrais, pour terminer, peut-être faire une dernière remarque avant qu'on passe à la présentation suivante, en reprenant ce que vous avez dit, qui est le point essentiel, je crois, que la kératoprothèse ne se conçoit qu'en cas d'échec définitif ou d'impossibilité, en réalité, de la greffe de cornée. Je me souviens, à l'époque où je m'intéressais moi aussi aux kératoprothèses, d'avoir lu un certain nombre de publications de l'équipe de Boston, où en réalité il mettait une kératoprothèse après un échec de greffe de cornée. Or, une cornée peut être greffée à de multiples reprises. L'immunomodulation a fait des progrès et aujourd'hui il est possible de greffer non pas des cornées dans leur totalité, mais selon la partie malade de la cornée. Donc la kératoprothèse, c'est vraiment la dernière cartouche et il ne faut pas la présenter comme une alternative à la greffe de cornée. La greffe de cornée reste dans de nombreux cas la chirurgie qui va permettre de restaurer la vision, sauf bien sûr en cas de destruction totale de la surface oculaire. Voilà, donc je pense qu'on va introduire, merci beaucoup Louis en tout cas pour votre belle présentation, et Françoise.